Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle Actu DevOps, un rendez-vous que j'essaye maintenant de produire chaque semaine. On en est au troisième, je crois, ou 3 ou 4, je sais plus. On est maintenant 11 000, presque 11 000 abonnés sur la chaîne, là on a 10.8, mais on doit être plutôt à 10.9 quasiment maintenant. Donc ça évolue vite, à peu près à 40 abonnés par jour supplémentaire. Donc ça c'est super sympa, je tiens à vous remercier. Que vous dire? Donc déjà, première chose, juste un petit préambule sur la chaîne. Vous êtes nombreux à avoir participé au live, donc il y a déjà 980 vues sur le live. Vous avez été, je crois, pas loin de 70 en ligne au pic, quoi, je veux dire. Donc un live de 4h30, celui-ci, bon, on fera plus court la prochaine fois, promis, on essaiera d'en faire un par mois. Il y aura également, alors, donc déjà pour ce live-ci, allez sur la vidéo du live, ajoutez en commentaire mug, ça vous permettra peut-être de gagner la mug Zabbix que nous propose Steve. Ça sera un tirage au sort qu'on fera lors du prochain live, donc soyez présents au prochain live pour découvrir si vous avez gagné ou pas. Et ça sera un tirage au sort qu'on fera par le biais d'un script Python qu'on découvrira ensemble à l'occasion, et puis on verra prochainement. Donc il y aura encore d'autres choses à gagner. Ça peut être des livres, j'en dis pas plus. Donc ça peut être assez sympa. Quoi, vous découvrirez tout ça. Et pour le tirage au sort, je pense que je ferai évoluer les choses. Peut-être, on aura peut-être une petite architecture, un bout de microservice ou quelque chose comme ça. Et c'est pareil, ça je vous en dis pas plus, mais en tout cas j'ai commencé à y travailler. Je pense que j'y retravaillerai encore pour apprendre à la fois en même temps les microservices, ou en tout cas quelque chose de très simplifié, de vulgarisation avec message queue, base de données SQL, NoSQL, et voilà quoi. Donc l'idée c'est d'apprendre en même temps que de s'amuser à faire ce concours. Donc là, prochaine, donc indiquez mug dans cette description de live 2. Et peut-être que vous la gagnerez, vous êtes déjà à peu près 60-70 à avoir participé. J'ai un script Python qui permet de faire le tirage au sort. On le découvrira ensemble, ce script, avant de le faire tourner lors du prochain live pour gagner cette mug. Donc prochain live, ce sera tout début, certainement le premier samedi de juillet. Que vous dire d'autre également? Donc vous êtes aussi nombreux à avoir rejoint la chaîne en tant que membre. Donc vous êtes presque 100 maintenant à avoir la chaîne en cliquant sur rejoindre ici. Donc une fois que vous êtes abonné, vous pouvez devenir membre. Là, ça permet de donner une participation à la chaîne. Donc le ticket d'entrée, entre guillemets, c'est 99 centimes. Donc c'est pas énorme. Et surtout, si vous devenez membre, donc d'une part, vous contribuez à la chaîne, donc vous me permettez d'acheter tous mes bouquins, etc., qui permettent de faire progresser la chaîne. Et puis en même temps, vous, de votre côté, ça vous permet d'accéder aux vidéos qui ne sont pas encore publiées. Donc j'ai à peu près pas loin de 70 vidéos qui ne sont pas encore publiques, mais qui sont programmées pour les semaines, les mois futurs, qui sont généralement donc sur les sujets que je travaille sur le moment. Donc par exemple, actuellement, je travaille pas mal ELK, donc vous voyez qu'il y a 28 vidéos sur ELK, donc des vidéos sur Fibit, où on épluche un petit peu Fibit, l'input, l'output de Fibit, Logstash, tous les inputs, une partie des inputs de Logstash, donc il y en a pas loin d'une petite dizaine. Les filters de Logstash, le grok. On va passer à l'output aussi de Logstash. Ensuite, Kibana, comment ça marche, etc. Donc il y aura pas loin d'une quarantaine ou peut-être même une cinquantaine plutôt de vidéos sur ELK. Donc je trouve ça assez sympathique. Prometheus, Grafana, elles sont déjà prêtes ces vidéos. Il y en a 38 maintenant où on aborde Prometheus, donc pas mal d'exporteurs Prometheus, les exporteurs on va dire un petit peu les plus courants. La mise en place d'Alert Manager, la gestion de Grafana, des users dans Grafana, les premiers graphiques avec Grafana, donc les principes de graphique de base, l'alerting avec Grafana, les annotations avec Grafana et Prometheus, les fédérations avec Prometheus, Victoria Metrics, une introduction et son installation. Donc tout ça, vous l'avez dès lors que vous êtes membre, vous l'avez dès maintenant. Idem pour Cassandra, donc là, voilà, on est arrivé à la 6e vidéo, je crois que la 7e, je l'ai déjà tournée, mais je ne l'ai pas encore publiée, mais c'est quoi, enregistré. Donc voilà, tout ça, c'est disponible dès lors que vous êtes membre de la chaîne. Donc on va fermer tout ça. On va passer à l'actu DevOps, parce que vous êtes là pour ça. Donc cette actu DevOps, vous avez le lien dans la description des liens que je vous propose de découvrir ensemble. Premier lien, donc ça
c'est assez marrant. On m'a posé la question une fois, à savoir comment on peut sécuriser un ELK. Quelle est un peu la meilleure manière avec un LDAP, etc. Donc je vous remercie Slim au passage qui m'avait fait découvrir Open Distro, qui est quelque chose de très très sérieux et qui permet notamment voilà, de placer en front d'un Kibana une authentification, donc une sécurisation d'un ELK. Il n'y a pas que ça non plus dedans, donc c'est quelque chose de très sympathique à découvrir. Donc je vous propose de découvrir ça avec le lien que je vous partage. Ensuite on a quoi? On a ceci, une petite news on va dire plutôt d'actualité, qui est le départ, alors je sais pas si c'est un président exactement, executive director, donc directeur exécutif Dan Cohn, donc le directeur exécutif qui était le directeur exécutif de la CNCF et qui est remplacé puisque lui s'en va pour un nouveau challenge apparemment sur la santé publique, peut-être lié au Covid. Moi, j'ai pas suivi les choses, mais voilà. Petit changement au niveau de la tête de la CNCF, donc la Cloud Native Foundation. Autre actualité, celle-ci elle est plus technique, quoi, en tout cas oui, plus technique, assez sympa. Visual Studio Code, VS Code, qui s'équipe désormais d'une extension Terraform avec une V2.0 dont apparemment on entend pas mal parler. Donc c'est à tester, ça doit être sûrement très sympathique. Donc il y a des petites démos ici avec notamment les ressources, etc. Donc voilà, comme Terraform est quand même un outil qui est assez fourni en la matière, je pense que ça va en arranger plus d'un. Petit article que j'ai trouvé plutôt sympa. Je pense pas que ce soit une nouveauté. Comment créer un multi-boot USB, multi-boot Linux. Je trouve ça assez sympa sur une clé bootable USB de se retrouver vous voyez, avec une Fedora, une Linux Mint, une Arch Linux, Ubuntu. Donc effectivement c'est assez sympa, surtout que maintenant les clés USB en termes de volumétrie c'est plus trop le problème. Donc voilà, plutôt quelque chose de cool. Alors, l'autre actu du moment, on va dire, elle a été politico-stratégico-française, c'est Gaia X. Donc Gaia X, c'est la grande annonce qu'on a eue la semaine dernière, on va dire. C'est un cloud européen. Alors finalement, c'est pas un cloud européen vraiment quand même. C'est plutôt la mise en place d'une sorte de... Alors là, c'est ce qui est indiqué Meta Cloud européen. Effectivement, le terme est pas trop mal trouvé. C'est la possibilité de communiquer avec l'ensemble des clouds qui vont rejoindre le projet, donc à l'échelle européenne. Donc simplifier a priori les passerelles entre les différents services de ces clouds. Donc il y a OVH notamment qui est à la pointe dedans. On devrait y retrouver Scaleway. Donc voilà, pour ceux qui sont attachés à la souveraineté numérique, même si le terme j'apprécie pas complètement, quoi, c'est un débat. Voilà, je trouve ça assez sympa comme initiative. Espérons que ça fera pas comme certains projets européens, comme on peut être mauvaise langue dire les Quant ou les choses comme ça, ou les Airbus A400M par exemple, ou l'A380 par exemple. Voilà, donc bon, l'avantage c'est que déjà là les clouds existent et ça peut peut-être leur donner une portée supplémentaire, une plus forte écoute auprès des institutions surtout, et que les institutions politiques commencent à regarder de plus près un petit peu les offres des États européens. Ça c'est quand même assez sympa. Donc il y a 2 articles, donc je vous ai partagé les numériques et les échos. Alors ensuite un petit passage sur systemd, donc ça c'est assez sympa aussi. Alors je voulais partager la vidéo, je ne l'ai pas vue dans son intégralité, mais le titre rien qu'en lui-même est assez sympa. The Tragedy of systemd. Donc ça c'est assez sympa, bien sûr. Il y a pas mal de... systemd a fait le feu de pas mal de critiques, bien sûr. Après, moi je fais partie des gens qui sont critiques sans trop l'être, c'est-à-dire que systemd pour moi apporte une unification en matière de script de démarrage, et d'y voir plus clair. Après, les spécialistes y verront que systemd ne respecte pas forcément les principes en matière d'arborescence qui a été mise en place par Linux, etc.
Donc effectivement, c'est critiquable, il y a beaucoup de détracteurs. Du coup, je vous ai partagé 2 liens. Donc cette vidéo qui est assez sympa, plus ce lien qui lui est très très cool, qui titre en gros pourquoi systemd est-il encore divise encore les gens après autant d'années d'existence en gros. Effectivement, c'est assez sympa. Du coup là, l'article explique bien le pourquoi du système, pourquoi systemd déjà, avec Upstart, etc. Et puis son arrivée, qu'est-ce que ça a apporté, les différents services qui existent dans systemd. Donc on utilise systemd souvent pour redémarrer, arrêter un service. On a systemd resolved par exemple qui permet la résolution des names, des noms, donc au niveau DNS qu'on va dire. Il y en a plein d'autres qui existent et qu'on ne connaît pas. Derrière, ça mériterait de se pencher un peu plus sur la question, peut-être par des vidéos ou autres. Donc c'est assez sympa, il explique, il fait un petit peu le tour de la question, donc à la fois d'un point de vue technique, d'un point de vue un petit peu philosophique aussi. Donc ça c'est cool. Autre chose dans un autre domaine qui est très sympa, c'est ceci. Donc killer.sh, qui permet en gros de vous aider à vous former à CKA et CKAD, donc les formations à Kubernetes, administrateur, développeur. Donc c'est assez sympa, j'ai pas testé, mais il y a des scénarios en gros, et vous rentrez dedans pour vous former. Ça a l'air plutôt sympa. Et quitte à passer une certification, c'est vrai que ça vaut le coup de bien s'y préparer avant, parce que c'est un coût quand même. Donc c'est assez cool. Après, les certifications, voilà, moi je suis pas un extra convaincu. Dans certains domaines, c'est assez sympa quand même, parce que ça permet de prendre le temps de trouver la pédagogie qu'il faut auprès de gens qui ont déjà de l'expérience, qui peuvent vous apporter au-delà de connaître les commandes, mais plutôt de savoir, d'avoir un retour d'expérience sur les choses à éviter à tout prix, etc., les bonnes pratiques. Donc ça, c'est assez sympa. Après, apprendre des commandes par cœur pour les réciter, franchement, je trouve ça un peu nul. Perso, voilà, les commandes, moi, je les retiens pas forcément beaucoup, à part celles que je fais souvent, mais parce que pour moi, je préfère comprendre les choses que d'apprendre les commandes. Après, c'est qu'un avis personnel sur la chose. En termes de formation ou de cours, donc très sympa aussi ce lien de Red Hat qui propose le 15 et 17 juin prochain des master courses, notamment sur Kubernetes Operator, donc avec SDK 1, SDK 2. Donc ça a l'air bien sympa, c'est en anglais. Mais voilà, les Kubernetes Operator, quelque chose de très puissant, mais voilà, faut trouver le temps de se former dessus. Je pense que c'est quelque chose d'assez important. Autre lien qui est non moins des plus importants, la release 5.7 du kernel avec des évolutions. Donc je crois qu'il y a des améliorations donc sur les architectures ARM, amélioration sur XFS, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, amélioration aussi par rapport au display, donc aux écrans, au niveau des écrans OLED et HDHR. Des affichages toujours, amélioration des IO interfaces. Alors je sais pas ce qui recouvre derrière, faudrait regarder un peu plus dans le détail. Il y a des nouveautés sur l'XFAT, le XFAT pardon, XFS, ça j'en ai parlé, BTRFS aussi, il y a des évolutions. L'USB, Apple, ok. Tiny Power Button, ça a l'air assez intéressant aussi avec la CPI, donc qui permet de la gestion de l'alimentation. Donc il doit y avoir des choses assez sympas aussi. Quoi d'autre encore? Hop là, c'est des slides sur GitHub Action que j'ai trouvé intéressant visuellement, d'un point de vue explication. Donc là, je voulais partager, je trouve ça sympa. Donc d'une part, GitHub Action, moi, pour avoir commencé à regarder si je trouvais des choses, il n'y a pas énormément de choses, on va dire, qui vulgarisent, qui rendent abordable un petit peu la partie donc CI et CD de GitHub. Donc c'est un petit peu dommage parce que du coup on aimerait bien comparer avec GitLab, mais il n'y a pas forcément grand chose. Et là donc déjà je trouve assez sympa cette présentation. Je vous invite à aller la voir. Ensuite, on en a déjà parlé du GitOps. C'est vraiment le sujet un petit peu du moment dans Kube, dans le déploiement au niveau de Kube, GitOps, cet aspect d'avoir en gros des agents dans le cluster Kube qui vont se charger de récupérer les déploiements à réaliser et de faire les mises à jour. Donc là, ça revient sur GitOps, son principe.
l'utilisation de Helm, notamment à travers Argo CD, qui est un outil qui semble percer, donc ça vaut le coup de s'investir dedans. Donc voilà, bon, j'ai commencé à l'installer, j'ai failli vous faire une vidéo dessus, finalement j'ai fait rollback parce que voilà, je connais pas encore assez pour vraiment, je trouve, vous proposer une vidéo et en parler avec toute franchise, en tout cas en se disant que je vous raconte pas n'importe quoi, voilà. Ça c'est très très sympa aussi. Hop. Donc là c'est comment valider votre cluster cube. Alors là c'est entre guillemets royal. En gros c'est quoi? C'est du binaire qui va vous permettre de tester votre cluster cube. Donc ça vient de VMware Tanzu, hein, donc, qui est la solution cube de VMware. Et derrière, ça va vous permettre tout simplement de tester et d'avoir un retour, de dire tiens, attention, dans votre cube, il y a ceci, il y a cela, etc. etc. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa parce que Cube, en fait, tout le monde l'installe un petit peu dans son coin. Bon, après, il y a CubeSpray, etc. qui permettent quand même d'avoir certaines garanties. Mais finalement, qu'est-ce qui se dit que finalement on n'a pas oublié quelque chose d'important, qu'on est en prod et que après coup il va pas falloir revenir sur certaines choses, ou on a peut-être laissé passer des failles ou des choses assez importantes. Donc là je trouve ça plutôt important, ce principe d'avoir des outils qui vont checker ce genre d'infrastructure pour vous. Ça c'est quand même un peu rassurant. Un autre lien qui est sympa avec une chaîne que j'ai découvert, CMU Database Group. Donc une chaîne dédiée plutôt du coup aux databases, et là avec une vidéo sur l'historique des databases. Ça je vous invite à aller voir, c'est hyper intéressant. La chaîne est très très bien faite avec des choses un petit peu techniques mais avec une qui reste abordable. Un autre lien hyper sympa celui-là. Donc en gros, si on entend parler de la CNCF, donc le Cloud Native Foundation. Mais l'idée derrière, là, c'est alors la personne s'appelle Jimmy Song. Sur son site, son blog, il partage tous les liens alors on va pas dire tout parce que c'est impossible, mais de la plupart des outils de la CNCF. Donc ça c'est vraiment voilà, on retrouve Argo CD, donc il y a tous les GitHub de tous ces projets, donc des plus connus aux moins connus. Donc on va retrouver je sais pas, qu'est-ce qu'on a d'autre, Helm par exemple, on va retrouver oui, alors donc c'est classé par thématique, hein. Donc on a l'IA, on a les API Gateway, on a les Application Delivery, Big Data, Container Runtime, on retrouve également les databases, les Kubernetes opérateurs, le logging, le monitoring, le network, proxy, RPC, bref, il y a tout dedans, quoi. Franchement, c'est assez... c'est un gros travail, quoi. Je sais pas comment c'est possible de faire un travail pareil. Autre élément, avant-dernier lien. Bon là c'était juste pour le clin d'œil entre guillemets, une alerte de chez Jenkins en gros, qui dit avoir en gros ils ont frôlé le désastre au niveau de leur sécurité, puisqu'a priori ils ont perdu une partie des données user de leur base de données, quoi. Donc là il y a un petit peu d'explication sur ce qui s'est passé. Donc ça vient a priori de Kubernetes, où ils auraient perdu, de ce que je comprends, leur Artifactory, ou une partie de leur Artifactory qui était utilisée principalement par les devs, mais du coup derrière ça a fait perdre 3 mois de changement de la base LDAP, quoi. Donc j'ose pas imaginer au niveau de Jenkins que ça peut produire. Après, Jenkins, c'est pas quand même le truc où il y a des users d'authentification. Beaucoup de gens utilisent Jenkins, mais sans forcément s'enregistrer dessus. Ensuite, un autre outil, il s'appelle Pulumi. Donc là, encore merci à Slim. Pulumi, qui est un orchestrateur, un infrastructure as code, un YAC, principalement dédié au cloud, et qui peut être peut-être un concurrent à venir à Terraform. Il a l'air plus spécialisé, mais en tout cas ça a l'air assez sympathique. Voilà, on a fait un petit peu le tour de l'actu du moment. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à devenir membre, voilà, pourquoi pas, pour contribuer à 99 centimes. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.